Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Vendredi 20 janvier, mesdames, messieurs, bienvenue au Forum de la presse. La semaine a été marquée, vous le savez, par cet attentat sur le camp du MOC à Gao avec un bilan très lourd, mais aussi par le sommet Afrique-France qui a pris fin le week-end dernier. Également dans l'actualité, la 31e Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali qui affronte pour son deuxième match le Ghana demain après-midi. Le syndicat autonome de la magistrature est en grève illimitée. Nous en parlerons également dans cette émission avec nos invités qui sont Célia Dalmeida du journal du Mali, Cheikh Amadou Diouara, journaliste indépendant, il intervient depuis Gao, Abdoul Niang de Nyeta Kibarou. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Sedumbo. Le grand dialogue. Mercredi 18 janvier a été particulièrement violent dans le pays avec cette attaque du camp du MOC à Gao. Un bilan très lourd, plus de 50 morts et une centaine de blessés, 77 morts selon l'état-major français. Célia d'Almeida, cet attentat, on est le 20 janvier, 56e anniversaire de l'armée. Cet attentat intervient également juste après le très sécurisé sommet Afrique-France. Oui, permettez-moi d'abord de m'incliner sur la mémoire de nos hommes, parce que vous me permettrez aussi de généraliser. On a fait le décompte, CMA, plateforme armée malienne, mais moi je considère que ce sont des Maliens qui sont tombés mercredi sur ce camp du MOC, le MOC qui est une étape qui est importante dans ce processus de paix, qui d'ailleurs avait déjà trop traîné et qui était un signal positif. Et cette attaque-là qui vient, je l'espère, pas marquer un coup d'arrêt, mais en tout cas frapper très fort là où ça faisait mal au Mali. Le Mali qui, comme vous l'avez souligné aussi, venait de relever le pari de la sécurité de ce sommet Afrique-France dont tout le monde craignait justement qu'il y ait une attaque terroriste. Tout a été fait pour l'éviter et on croisait vraiment les doigts pour que... On a vu d'ailleurs des arrestations. Des arrestations et pas des moindres. Et pas des moindres par rapport à la sécurité de ce sommet. Donc effectivement, on s'attendait, mais on priait pour que on arrive encore à faire barrage à ce genre d'initiative. Et malheureusement, l'attentat du mercredi est venu nous rappeler très cruellement la réalité à laquelle nous faisons face au Mali, qui est une réalité de la guerre. Je me plais à le rappeler à chaque fois. Il faut que le Malien entre dans son cerveau que nous sommes en guerre. Ce n'est pas une guerre comme en Syrie ou comme ailleurs on le verrait, mais le Mali est en guerre. Et que l'on soit de la plateforme, que l'on soit de la CMA ou d'un autre groupe allié ou non, ou que l'on soit de l'armée malienne, tout simplement, le fait de porter le vert jaune rouge fait de nous une cible pour ces gens qui veulent instaurer la terreur, qui veulent instaurer la mort. Et nous avons intérêt à comprendre maintenant que nous avons un ennemi commun. Et faire face à cet ennemi-là pour arriver à aller vers la paix, peut-être pas définitive, parce qu'aujourd'hui dans le monde, nous voyons la situation qui est là. Il ne faut pas se leurrer, il faut être réaliste, mais au moins que nous unissions nos forces pour pouvoir avancer face à ces gens qui ne veulent pas que nous le fassions. Alors merci Célia. Abdoul Niang de Nyeta Kibarou, paradoxalement le 3e jour de deuil national tombe sur le 56e anniversaire de l'armée malienne. Dites-moi, comprenez-vous cet attentat dans l'une des régions militaires les plus sécurisées du pays Bon, ça se comprend. Ma consoeur vient de le dire. Que tout le monde craignait un éventuel attentat lors du sommet. Moi, je fais l'exception. Je ne craignais pas du tout. Je savais qu'il n'y aurait jamais d'attentat lors de ce sommet. On parle d'arrestation. Je veux bien savoir. J'en ai entendu parler qu'il y a eu des arrestations, mais où? Combien de personnes ont été arrêtées? Ils préparaient quoi? Qu'est-ce qui montrait qu'on préparait un attentat sur Bamako? En tout cas, on en a entendu parler. Les forces de sécurité n'ont pas fait de communication sur ça. Encore moins le gouvernement ni la France également, mais on en a entendu parler. Le Gao, c'est une ville très symbolique, très emblématique, parce que le président français qui venait à ce sommet a préféré se rendre d'abord à Gao auprès des forces françaises avant de venir à Bamako. Bon, le message serait quoi? On est capable de frapper
de frapper fort également avec un attentat majeur. Ça dénote un peu que la capacité de nuisance de certains groupes reste encore... Moi je vois plutôt une certaine négligence, voire une complicité. Gao est la ville la plus sécurisée au Mali, contrairement à ce qu'on est en train de nous faire croire. Il y a combien d'armées à Gao? Toutes les entrées et toutes les sorties sont surveillées. Donc, et que cette même ville soit le berceau de l'insécurité, j'ai du mal à comprendre. Il y a une certaine mauvaise foi manifeste des acteurs qui sont présents dans cette ville-là, qui sont censés protéger cette ville. Ce sont ceux-là qui sont en train d'entretenir ça. Comment se fait-il qu'il y a l'armée française, il y a la MINUSMA, il y a l'armée malienne, et qu'au même moment on laisse les gens parader avec des armes, des groupes, on ne sait même pas qui est qui finalement. Donc c'est une mauvaise foi délibérée de la France qui ne dit pas son nom. Donc je pense que les questions ne doivent pas du tout sauter et cet aspect de la sécurité dans cette ville-là. Je pense que c'est fait sciemment pour entretenir cette insécurité-là. Avant de faire réagir Cheikh Diouara, Célia souhaite... Oui, je voudrais réagir on ne sait pas qui est qui. Effectivement, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire le MOC. Justement, le MOC est composé de quoi? Des éléments des groupes armés, des différents bords et des éléments de l'armée malienne. Or, les éléments des groupes armés, comment est-ce qu'ils sont constitués? Ce sont des individus qui ont combattu dans ces groupes et qui à un moment ont dit, ok, on vient participer. On vient participer avec quoi? Avec des armes, Et ce monsieur, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, la photo qui a été publiée ce matin par Al-Mira Bitoun a été contestée parce qu'il semble que la même photo avait été publiée le 3 décembre avec le même individu revendiquant un autre attentat. Alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On ne sait même pas qui a fait cet attentat du mercredi 18 janvier à Gao. Donc en fait Gao est en train d'avoir un statut de ville martyre. C'est ce qu'on est en train vers ça qu'on est en train d'aller entre ces jeunes dont je voudrais saluer d'ailleurs la mobilisation le mercredi, qui se sont levés comme un seul homme, qui sont allés prêter main forte, qui ont donné du sang. Vraiment saluer cette jeunesse de Gao qui jusqu'à présent montre l'exemple à toute la jeunesse malienne et de dire qu'il est temps justement au-delà des discours que la sécurisation de cette ville soit une réalité, parce que effectivement le déploiement de force qui existe à Gao en fait une cible particulière. Donc il est important que justement ce déploiement de force soit fait de manière efficace, efficiente, pour que la population n'ait pas un aussi lourd tribut. C'est la première fois qu'on le paie au Mali et ça suffit. Merci. Le temps de faire réagir Cheikh Amadou Diouara qui est au téléphone. Cheikh Amadou Diouara, vous intervenez donc depuis Gao. Alors ceux qui sont censés nous protéger sont eux-mêmes victimes d'attaques. Donc finalement, que faire? Quel est le ressentiment aujourd'hui de la population de Gao? Moi, je pense que c'est toujours ceux qui sont censés nous protéger, qui sont pris pour cible et qui sont toujours victimes d'attaques. C'est le cas de l'armée, c'est le cas des forces internationales, c'est le cas des forces françaises au Mali. Donc, cela n'est pas de la nouveauté. Mais je pense que l'événement d'hier est un signal fort déjà. L'événement du mercredi, 18 janvier plutôt. L'événement du mercredi est un signal fort au processus en fait à l'accord ici du processus d'Alger. Je pense que parce que quand même le MOC c'est le symbole de cette union, de cette convergence de toutes les forces pour faire face à ce phénomène qui est le terrorisme. Parce que si le MOC réussit, c'est que après le processus du DDR réussira et après il n'y aura qu'un seul ennemi, ce serait les groupes extrémistes à combattre. Alors je pense qu'ils ont très bien compris cela et c'est pour cela qu'ils ont perpétré cette attaque qui est quand même, il faut le savoir, Gao, vous savez, c'est une ville martyre, mais une ville résistante, une ville très forte de caractère, une population très brave. Mais je pense que de tout ce temps, je n'ai jamais vu Gao aussi terrifié, aussi choqué sous l'effet d'un tel événement. Il y a très souvent des attaques qui se passent ici, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de situations, mais c'est la première fois que la situation atteint ce niveau, que la population se sent aussi choquée et aussi terrifiée, mais elle reste quand même brave parce que juste après l'attentat, nous avons vu l'hôpital de Gao envahi par des centaines de jeunes ou de personnes de tout âge qui sont venus donner du sang. Nous avons vu il y a eu plus de 200 poches de sang mobilisées, jamais vu
on n'a jamais vu une telle mobilisation sociale, et aussi qui sont venus apporter leur Alors j'imagine que le ressentiment des habitants de Gao face au MOC, face aux groupes armés, à l'entrée des groupes armés en ville s'est dissipé avec cette situation. Oui, mais vous savez, la particularité, c'est qu'il faut reconnaître que le lourd tribut a été payé par le SEMA et particulièrement le MNLA, parce que l'essentiel des victimes sont issues de ces groupes-là. Mais je pense que cela n'a rien changé à l'élan de solidarité, ça n'a rien changé au soutien moral, au soutien en termes d'assistance, de dons de sang et autres des populations. Il y a eu une solidarité sans distinction d'origine de qui que ce soit. Et c'est pourquoi moi j'ai personnellement été très choqué quand j'ai vu voir les gens dans des jeux de statistiques, tant de SEMA, tant de plateformes, Non, je pense que c'est des Maliens qui sont morts, c'est des Maliens qui ont été attaqués, qui sont morts. Il faut qu'on se mette au-delà de ceci. Pas quand on se dit un Malien indivisible, quand on se dit prêt à aller vers un accord, prêt à aller de l'avant, il faut que nous sachions aller au-delà de ces considérations de valeurs qui ne nous avancent pas. Merci Cheikh Douara. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Célia Dalmeida, dites-moi, quelles peuvent être justement les conséquences de cette attaque sur le processus de paix en cours et sur le MOC d'ailleurs, particulièrement à Gao? Est-ce que le MOC va se relever? Je l'espère bien, cher Ousmane, je l'espère bien parce que, comme Cheikh Douara l'a dit tout à l'heure, le MOC est le symbole de ce processus qui est en cours et qui est une étape essentielle pour la poursuite et sa réussite d'ailleurs. Parce que, comme il l'a dit, c'est la première fois que vraiment, en dehors des discussions politiques, toutes les parties se mettent ensemble pour réaliser quelque chose. Donc il est indispensable que le MOC réussisse. Je pense que la présence du chef de l'État hier à Gao est un message très fort pour dire que l'État est là, pour dire que la première autorité du Mali n'abandonne pas Gao, n'abandonne pas le processus, n'abandonne pas les populations, pour dire que nous allons continuer à avancer malgré tout. Parce que je salue encore ce que Cheikh vient de dire, Gao est une ville très brave et Gao finalement doit symboliser tout le Mali. Je pense que nous devons tous prendre exemple de cette population-là qui se tient debout malgré tout, qui laisse tomber tous les clivages et qui tout simplement se sent malienne. Et c'est ce qui est important. Je pense que c'est ce message-là que le président de la République a porté, c'est ce message-là que la jeunesse veut porter, et maintenant aux acteurs de comprendre que notre ennemi commun, c'est montrer à visage découvert et que nous devons y faire face ensemble. Abdou Niang, je vous vois sourire. Est-ce que vous souhaitez réagir justement à la visite du président hier à Gao? Je pense que le président doit cesser de porter des messages. Ce qui est utile aujourd'hui. Ce que vous me dites, c'est qu'il a eu tort d'aller à Gao? Qu'il faut porter des moyens, désormais. Non, mais est-ce qu'il a eu tort d'aller à Gao? Est-ce que c'est pas Moi, je me pose la question sur la pertinence. C'est un geste d'aller. Mais à chaque fois, on va pour dire bonjour aux victimes. À quoi ça sert? Depuis 3 ans, il est au pouvoir. Je pense qu'il est temps maintenant, après les messages, de porter les moyens. Chaque fois, on dit bon, on condamne. Non, pour une fois, il n'a pas attendu les mots ne au bout de 3 ans pour aller à Gao. Il faut poser des actes. Mais les moyens sont là. Il y a l'avion de l'armée malienne qui a transporté les victimes sur Bamako. Je vais vous dire, transporter les victimes, je pense qu'il est temps maintenant que l'ennemi aussi compte ses victimes. Et chaque fois que c'est nous qu'on compte nos victimes. Le MOC me paraît la chose la plus ridicule et l'insulte la plus grave qu'on puisse faire à un pays. Expliquez-vous. L'armée malienne, la SEMA et la plateforme font bloc pour aller chercher qui d'autre? Qui d'autre existe? Al-Mourabitoun, par exemple, qui a revendiqué ça. Vous faites quelle différence entre ceux qui sont à Kidal et Al-Mourabitoun? Vous faites quelle différence entre les Aïssoya et les djihadistes et les terroristes, comme on est en train de les nommer? Ceux qui ont signé l'accord. Ils sont signataires de l'accord. Ils sont dans les processus de Même le ministre français l'a dit qu'il y a des connexions entre les groupes signataires et les djihadistes. La résolution de l'ONU qui donne mandat à l'amunissement demande à ces groupes signataires de se débarrasser de ces terroristes. Les mêmes réalités continuent. Tout le monde commence à constater. Et il y a des complicités internes parce que parmi les éléments qui étaient dans les camps du MOC, qui sont-ils? Des terroristes reconvertis qui font mine d'ailleurs d'être reconvertis, qu'on les met dans les camps. Je vais expliquer. Et les chars de l'amunissement qui veillaient à la porte du camp étaient absents au moment des faits.
Moi, je fais les liens. Je rappelle que le MOC est sous la responsabilité déjà de l'armée malienne et non de la MINUSMA. Le MOC est géré, le coordinateur du MOC, le colonel Agrissa, est un officier de l'armée malienne. Mais vous oubliez que le MOC est sous la houlette de la CTS. Et la MINUSMA et la force Barkhane, ils sont dedans. Bon, je pense que les dissocier de cela, c'est commettre une erreur grave. Moi, je ne vois la responsabilité. Célia, permettez-nous juste de prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci donc de suivre le forum de la presse du Studio Tamani. Célia d'Almeida souhaite réagir rapidement. Oui, je voulais réagir. En fait, je ne vais pas en porte-à-faux de ce que mon confrère est en train de dire, mais je voudrais peut-être un peu nuancer. Je crois que qu'il y ait des complicités, c'est évident. Qu'il y ait des responsabilités partagées, c'est évident. Maintenant, on est devant une situation face à laquelle il faut agir. Je pense que là, maintenant, nous en sommes là. Quiconque veut éluder les vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés, eh bien, ne fera que parler dans le vent, parce que de plus en plus, on comprend quelle est la situation sur le terrain. Maintenant, il y a une situation qui est là, à laquelle il faut faire face. Avons-nous les moyens d'y faire face? Avec qui y faisons-nous face? Et comment? Je crois que c'est les questions qu'il faut se poser. L'armée malienne aujourd'hui est, on le dit, quand vous écoutez les militaires, ils sont un peu frustrés d'avoir à accepter dans leur rang des gens contre qui ils ont combattu hier, qui ont tué leurs frères hier. Mais c'est un sacrifice qu'ils acceptent de faire. D'où cette sélection. Donc s'ils acceptent, eux qui ont perdu des frères d'armes sur le champ d'honneur, face à ces gens-là, de les accepter dans leur rang, de travailler avec eux, je pense qu'il faut... Encore une fois, c'est une question de bonne volonté, une question de bonne foi. Parce que c'est ça, de tous les bords, du côté de tous les bords. Mais oui, de tous les bords. C'est pour ça que je dis tout à l'heure. Parce qu'il y a une mauvaise foi qui sous-tend. Je suis en train d'appeler à la bonne foi. On continue de tuer nos militaires. Malheureusement, on est en guerre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous suggère d'aller vers le second thème, à savoir le bilan du sommet Afrique-France, le 27e sommet Afrique-France qui a fermé ses portes le week-end dernier. On a vu Bamako embelli, très sécurisé. Même le fleuve a été quadrillé par la sécurité. Alors, Abdoul Niang, quel bilan tirez-vous de ce 27e sommet Afrique-France? Je dis que le Mali a relevé le pari de l'organisation, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la sécurité. Le Mali a relevé les défis. La preuve que toute chose qui est importante pour nos autorités, ils peuvent le faire à hauteur des souhaits. Bon. Vous avez vu, personne ne s'attendait, le président de la République Ibeka l'a rappelé, que le Mali pouvait relever ces défis. Mais le Mali a fait ce sommet de la manière la plus brillante et avec un grand honneur. Donc je disais chapeau alors pour l'organisation de ce sommet, même si le fond est une autre histoire. Merci. Cheikh Amadou Diouara, vous intervenez depuis Gao. Alors, vous avez suivi le sommet de loin, je sais que vous étiez à Kidal, mais quelle lecture faites-vous déjà de ce 27e sommet qui a fermé ses portes le week-end dernier? Nous sommes passés d'un thème à un autre, mais permettez-moi en tout cas d'éclaircir une chose. Moi, je voudrais quand même dire à M. Yang qu'on ne peut pas être à Bamako sans avoir des sources crédibles sur place pour tenir certaines affirmations dans des débats pareils sans en être sûr. Je ne sais pas comment il a eu l'information de dire que les forces de la MINUSMA n'étaient pas là au moment où l'attentat se faisait. J'ai bien dit les chars. Qu'il vérifie ces informations avant de faire des on a bien dit les chars. Ils étaient bel et bien là. Ça c'est clair. Personne n'a déserté ses positions. Ce qui est arrivé. Je pense qu'il faut chercher les problèmes à un autre niveau. Alors, parlant du sommet Afrique-France, moi ça m'a trouvé dans la région de Kidal. Bon. Est-ce que Kidal a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait à Bamako? J'ai pas compris. Est-ce que Kidal a senti qu'il se passait quelque chose à Bamako d'aussi important? Mais moi, je me souviens que le même jour,
on était en tournage, donc nous avons fait une interview avec les populations par rapport à ça, pour un news, pour un média. Et bon, il y avait la plupart qui l'apprenaient pour la première fois. Il y avait certains politiques qui étaient beaucoup plus informés, qui le savaient, mais qui se sentaient moins concernés. Par exemple, il y avait Bilal Agachérif qui disait que si... Bilal Agachérif, qui est le secrétaire général du MNLA. De la mise en œuvre de l'accord, que les partis signataires de l'accord devraient être invités à ce sommet. Je ne pense pas que le sommet, dans son protocole ou dans sa structuration, prévoit des représentations comme ça, mais il le regrette ainsi et c'est comme une accusation qu'il faisait de ne pas se sentir concerné ou intéressé par rapport au forum. Il pensait que si tout se passe bien, qu'ils auraient dû être invités et être plus représentatifs dans ce sommet. Ainsi se sentiront plus concernés. Alors, Célia d'Almeida, vous avez suivi le sommet de très près, je dirais. On a vu ces travaux d'embellissement. Certaines critiques disaient qu'il fallait un sommet pour que Bamako ait un nouveau visage, ou pour que les Maliens de Bamako, en tout cas, se sentent très en sécurité. De toutes les façons, dans tous les pays du monde, quand il y a une manifestation de ce genre, il y a des investissements qui sont faits justement pour profiter au pays après l'événement. Donc, je pense que les étrangers ne sont pas partis avec les travaux d'embellissement qui ont été faits à Bamako. Ils restent et ils profitent au Bamakois. C'est de l'argent qui a été mobilisé, qui n'était pas sur le budget du Mali. Donc, il y a eu des fonds qui ont été mobilisés pour organiser ce sommet. Bamako en a profité avec des travaux d'embellissement. Je ne dis pas que tout a été parfait. Il y a des chantiers qui ont été commencés. Nous espérons qu'ils iront jusqu'au bout. Moi, je regrette infiniment que les hôtes du Mali aient trouvé un Bamako en chantier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été lancées, qu'on nous a vendues comme étant faites pour le sommet et qui n'ont pas été finies dans les temps. J'estime que c'est inacceptable pour un pays qui se respecte de se lancer dans des chantiers en disant on fait des hôtels, on fait ci, on fait ça, et puis les gens viennent tomber dans des chantiers alors que nous étions informés au moins 4 ans à l'avance que nous accueillons. Bon, ça, toutefois, ils sont repartis avec très positif du Mali, et je pense que, et d'ailleurs les Maliens que nous sommes avons été rengaillardis par ce sommet, parce que nous avons été les premiers surpris par l'organisation réussie de ce sommet. Et moi, c'est vraiment le chapeau, je me joins à mon collègue pour le tirer vraiment à tous les organisateurs. Je ne parle pas seulement des autorités, mais il y a des petites mains qui ont travaillé au quotidien pendant des jours et des nuits pour arriver à ce niveau-là. Et je leur tire vraiment mon chapeau parce que le défi a été relevé. Maintenant, encore une fois, comme le dit Abdoul Niang, c'est que quand nous voulons, nous pouvons. C'est la preuve que nous avons montrée au Mali et au monde entier. Et les Maliens attendent maintenant que nous voulions le faire pour nous-mêmes. Merci. Abdoul Niang, le président de la République, en a profité pour clarifier les choses quant à l'accord de réadmission avec les migrants. Le Mali n'a pas signé, le Mali ne signera pas. Oui, il a dit, le Mali n'a pas signé d'accord parce que selon lui, le communiqué signé n'est pas un accord. Mais il n'a pas parlé du sommet de la Valette. Alors que le sommet de la Valette a déjà... Non, il n'y a pas lieu. La polémique était sur le Mali a signé un accord de réadmission. Il a clarifié, ça n'a pas été fait et ce ne sera pas fait. Il fait bien sûr allusion au communiqué qui a fait polémique, mais il n'a pas parlé plutôt de la déclaration du sommet de la Valette qui était suivi des plans d'action, et il n'a pas non plus dit que le Mali a pris... Ce plan d'action n'a jamais été validé par les chefs d'État africains jusqu'ici. Les rayons de haut niveau ont lié à Bamako en avril. Oui. Il n'a pas parlé de ça. Et on a même dit dans le communiqué qu'il y a une convergence. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont et qu'ils s'étaient mis d'accord pour ça. Donc je pense que c'est un jeu de mots, c'est un problème de sémantique qu'il a fait. Parce qu'un communiqué n'est pas un accord. Mais je vais juste dire qu'il continue de le dire. Si les Européens veulent l'expulser, qu'ils les expulsent, et ils font en sorte qu'ils soient expulsés dans la dignité. Il a reconnu ça. Ils disent qu'ils sont contre... Est-ce que l'Europe a attendu justement un quelconque accord pour expulser? L'Europe a de tout à expulser. Avec les laissez-passer des ambassadeurs maliens et une mission d'identification envoyée par les ministères des Maliens de l'extérieur en Europe pour identifier les Maliens qui doivent être expulsés. Donc tout ça, ça veut dire... Ou pour identifier ceux qui se disent être Maliens qui ne le sont pas. Voilà. Il faut faire attention à ça. Pour ceux qui se disent, si ce n'est que ça, si ça ne tenait qu'à ça, on pouvait trouver une autre formule. Mais ça, c'est exactement le programme, vous connaissez le co-développement.
l'aide au développement de l'Union africaine est conditionnée à cet accord de réadmission. Autrement, on l'appelle le co-développement officiellement. On ne parle pas de réadmission. Ce co-développement existe entre l'Union européenne et tous ces pays-là, y compris le Mali. Et le Mali a pris de l'argent pour ça. Mon confrère, je vais juste dire que mon confrère qui venait juste de dire qu'on a fait des allégations sans fondement au sujet. Non, je suggère justement qu'on passe sur ça. On est dans un autre thème. Tous les journaux importants du Mali sont unanimes sur cette question. Je les conseille d'aller s'informer davantage. Il est à Gao, il y était le jour même déjà de l'attentat. Il n'est pas le seul à être là. Voilà. Célia, rapidement avant de faire réagir chez je voudrais réagir par rapport à justement à cette question d'identification, de mission d'identification. Je voudrais peut-être apporter une petite clarification. C'est que les missions d'identification, il a été relevé par les chancelleries internationales qu'il y a de plus en plus de migrants clandestins maliens. Sauf que quand on voit la tête de l'individu, on sait qu'il n'est pas malien. Il y a des Camerounais, il y a des Pakistanais qui sont maliens, qui présentent des passeports maliens. La lettre adressée au président des Maliens de l'Allemagne est très claire. Les Maliens en situation irrégulière. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a de nombreux Maliens en situation irrégulière dans des pays qui ne sont pas des Maliens. Et la mission d'identification part pour dire, oui, celui-ci il est malien, celui-ci il n'est pas malien. Et la dernière mission dont moi j'ai eu le rapport sous les mains était la mission en Allemagne où 300 individus maliens ont été présentés sur lesquels il y en avait à peine 15 qui étaient de vrais Maliens. Donc c'est un problème aussi qu'il faut que nous rapportions au niveau national pour dire nos papiers d'identification nationale sont en train de se promener entre les mains de n'importe qui et ça porte préjudice aux Maliens qui sont dans les pays et qui essaient de construire leur vie. Donc il y a un travail à faire sur ce plan-là. Concernant les questions de migration qui ont été évoquées, pour conclure brièvement sur cette question, je pense que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de sémantique dans cette histoire. On tourne les phrases dans un sens ou dans un autre. De toutes les façons, l'Union européenne n'a pas besoin de l'aval de nos pays pour nous renvoyer nos concitoyens quand ils sont en situation irrégulière. Il faut le préciser. Quand ils sont en situation irrégulière. Maintenant, le Mali peut-être doit réfléchir. On a une politique nationale de migration. Le Mali doit réfléchir vraiment pour que c'est pas des jeunes ou les moins jeunes qui sont dans des situations pareilles puissent soit avoir des accords pour les régulariser s'ils ont un certain nombre d'années, un certain statut, être intégrés, etc. Négocier de façon bilatérale avec les États pour dire voilà, si telle personne remplit telle et telle condition, on le garde, on le régularise, on lui donne un statut provisoire, voilà. Au lieu de mettre les gens systématiquement dans l'avion et de les renvoyer dans des conditions inhumaines et le faire dans la dignité, comme vous l'avez dit. Merci Célia d'Almeida. Cheikh Amadou Diawara, 23 milliards d'aides promises pour l'Afrique, mais aussi cette rencontre avec les chefs d'entreprise français et africains, c'est quand même pas mal. Oui, évidemment. Maintenant que cela se transforme en action concrète. Nous avons souvenance encore de l'accord de Cotonou où il a été promis à l'Afrique la rupture avec la conjoncture, la rupture avec la misère, avec tout ce qui avait été promis. Après, nous nous souvenons encore de la déclaration de Jacques Chirac en décembre 2005 ici même à Bamako. Ça a été de beaux discours, il y a eu des mots très forts qui avaient été prononcés, ça avait nourri des grandes lueurs d'espoir, mais dans la pratique, nous n'avons pas vu des choses assez déterminantes. Nous avons vu le MEDEF aussi aux côtés de l'État français à promettre tout ça pour l'Afrique, mais tout cela ne se réalise pas concrètement, malheureusement, jusque-là. Donc on espère que... Alors pensez-vous justement qu'un changement d'exécutif en France, le futur président français aura la même importance ou suivra la droite ligne du président Hollande par rapport à ses rapports avec l'Afrique? Vous savez, contrairement à chez nous, dans des grandes démocraties comme la France, les États-Unis et autres, quelles qu'en soient les différences ou les divergences des politiques de gouvernance des différents présidents, ils restent quand même fidèles à une certaine culture de continuité de l'État.
Donc la politique extérieure française ne changera pas forcément d'un président à un autre. Donc je ne pense pas qu'il faut s'attendre vraiment à un revirement radical. Merci Cheikh Amadou Diouara. Nous allons parler un tout petit peu de football. Avec la CAN Gabon 2017, les Aigles ont fait un match nul face au Pharaon d'Égypte. Deuxième match demain face au Ghana. Le Ghana qui est l'un des favoris, sinon le favori justement de cette Coupe d'Afrique. Comment voyez-vous ce match Justement, quand on a vu la Côte d'Ivoire jouer et qu'on a vu le Ghana jouer, le Ghana prend automatiquement la tête de gros favoris de cette CAN. Je pense que le Mali a ses chances à jouer. On l'a démontré au cours du match, le premier match contre l'Égypte. Voilà, Égypte qui est quand même une équipe pas négligeable sur le théâtre footballistique. Ce n'est pas non plus l'ancienne Égypte. Bon. Il faut savoir aussi qu'il y a des équipes qui montent en puissance. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à ce niveau de compétition, 7 ans je crois, et ils reviennent et ils en veulent. Et donc ils vont monter en puissance, je pense, et donner tout ce qu'ils peuvent pour ramener l'Égypte à son niveau. Mais je pense que le Mali a sa carte à jouer. Nous avons de très belles individualités. On voit que le jeu collectif commence à se construire. Ça a été une surprise très agréable pour nous autres qui ne sommes pas très foot, de voir que il y a des choses qui se passent, il y a des automatismes qui commencent à être là. Nous avons 1 ou 2 joueurs blessés. Je ne sais pas comment ça va influer sur la suite de la chose. Nous avons un joueur majeur qui a déjà un carton jaune. J'espère qu'il va tempérer un peu ses ardeurs dans le match avec le Ghana, qui va être un match très physique. Les Ghanéens sont très très physiques et j'espère qu'ils vont avoir le souffle pour aller jusqu'au bout. Et je prie le Gabon pour qu'on restaure le gazon sur les pelouses pour que nous puissions marquer des buts. Merci Célia. Nous allons prendre quelques secondes de pause pour venir parler de football. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani. Nous abordons le chapitre football. Donc Abdoulaye Niang, vous avez suivi le premier match. Faites-nous déjà un petit bilan justement de la prestation des Aigles face à l'Égypte. Oui, la première sortie des Aigles nous rassure un peu. Sauf que c'est une équipe fortement jeune et qui doit affronter une équipe ghanéenne qui compte des joueurs qui ont plusieurs expériences de cette compétition. Mais le Mali... On a 13 joueurs quand même qui ont cette expérience de la Coupe d'Afrique. Oui, bien, mais il y a trop mais pas beaucoup. Ils n'ont pas joué plusieurs camps. Et même si c'est un junior, ils ont été champions. Oui, mais ils n'ont pas... la CAN aussi, bon, junior, ça c'est une étape. Et senior aussi, ça c'est une autre étape. Ils n'ont pas joué beaucoup de camps. Par exemple, contrairement à André Ayou et d'autres joueurs ghanéens qui en sont à plusieurs expériences. Donc je pense que au niveau physique également, je pense que l'équipe ghanéenne domine fortement l'équipe du Mali parce que physiquement nos joueurs ne sont pas à la hauteur. Est-ce qu'on peut sortir de notre poule? On peut bien sortir parce que le Mali a toujours donné du fil à retordre à l'équipe ghanéenne. Donc on peut, s'il faut, si cela comptait, on peut espérer une victoire parce que notre équipe malienne a toujours donné du fil à retordre au Ghana. Merci. Cheikh Amadou Diouara, est-ce que les Aigles sont en mesure aujourd'hui, selon vous, de ramener la Coupe d'Afrique? Oui, moi je pense que nous avons une génération de footballeurs. C'est une équipe neuve. Nous avons une particularité, c'est que nous avons des joueurs très athlétiques cette fois, qui ne sont pas des superstars, donc qui ont beaucoup moins de pression, qui ont plus l'objectif de se déterminer, de s'affirmer plutôt et de montrer qu'ils sont bons aussi. Parce que n'oubliez pas que la CAN c'est aussi le grand marché pour les recruteurs. Donc je pense que tout cela par ricochet peut nous bénéficier, peut nous être utile. Et on espère, on va prier. Je ne vois aucune raison qui fait que nous ne puissions pas l'emporter. Merci Cheikh Amadou Diouara. Célia, vous êtes confiante? On peut ramener la coupe? Non, mais je pense, oui, l'espoir est permis. Comme il a dit tout à l'heure, on va prier. Il y a toujours cette crise des dirigeants du foot qui secouent énormément. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut avoir une incidence sur notre équipe nationale? Bon, encore une fois, comme Cheikh l'a dit tout à l'heure, nos jeunes ont un mental différent de la précédente génération. Ils sont moins, comment je vais dire ça, sujets à ces
pression des dirigeants et des machins. Eux, ils veulent, comme il l'a dit, se vendre. C'est pas comme des gens qui ont déjà fini dans les clubs et qui veulent briller sur le plan continental, vous voyez. Donc c'est des jeunes qui vont tout donner, qui vont vider leur ventre et mouiller le maillot pour le pays. J'espère que, et j'ai bien aimé la décision de la CAF qui a interdit tout dirigeant de club, tout président de fédération, personne dans les vestiaires, pour que les jeunes puissent se concentrer et vraiment penser foot. Et je pense que en tout cas, on en voit les résultats. On en voit les résultats. Quand je vois une équipe du Togo qui monte en face à la Côte d'Ivoire, qui est complètement décomplexée, il y a 2-3 ans, c'était pas le cas. Quand les différents présidents de fédérations, quant aux fédérations, machin, se clashent en live devant les joueurs dans les vestiaires, c'est pas bon pour le moral des troupes. Donc je pense que c'est quelque chose de positif déjà, que ces jeunes-là viennent avec un mental de gagnant, et qui veut peut. Merci Célia. Le syndicat autonome de la magistrature est en grève illimitée. Cela après avoir observé une grève de 7 jours déjà. Hein. Alors, Abdou Niang, quelles peuvent justement être les conséquences de cette grève, hein? Pas de procès pendant la durée de cette grève. La première conséquence qui va d'ailleurs marquer les populations, c'est d'ailleurs nous sommes en période de recrutement des concours. Les gens ont besoin de certificats de nationalité et de casier judiciaire. Donc forcément, ça va être un handicap sérieux pour les candidats lors de ces différents concours-là. Également, l'autre conséquence dans les commissariats et les gendarmeries, c'est qu'ils sont à garde à vue, donc, et ils vont rester. Donc, entre-temps, les commissariats seront encombrés donc, par des détenus, je dirais par des personnes interpellées qui sont en instance de transfert vers les maisons d'arrêt également. Ça aussi, ça va être un problème au niveau des différents commissariats. Je pense que c'est toujours mauvais que les fonctionnaires aillent en grève. Alors, c'est d'Almeida, la justice malienne, hein, qui est souvent pointée du doigt hein, quand on parle de corruption. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord assainir ce secteur avant toute chose, hein? Oui, je pense que la réforme est nécessaire. Je pense que on assiste à un bras de fer qui, à mon humble entendement, n'a rien de constructif, parce que les uns et les autres sont convaincus de leur bon droit, d'être dans leur bon droit, et ne veulent faire aucune concession. Et quand c'est comme ça, c'est le peuple qui souffre, comme M. Niang vient de le dire. Je pense que la réforme, elle est nécessaire. Il faut qu'on repense le statut du personnel judiciaire au Mali. Il faut qu'on repense la justice malienne. Et que moi, quelque part, je vais le dire, on a un premier magistrat au Mali qui, jusqu'à présent, je n'en ai pas entendu officiellement parler, en tout cas, ne s'est pas mêlé de ce conflit. Et une justice qui est en panne pendant plus d'une semaine dans un pays. La justice, c'est le troisième pouvoir. Et qui va en grève illimitée. Et c'est gravement préjudiciable. On parle des commissariats, mais il y a les litiges commerciaux qui sont là. Il y a énormément de choses qui sont bloquées parce que la justice est en grève, et ça, c'est un signal très très négatif pour le Mali. Alors, Cheikh Amadou Diouara est en ligne. Alors, Cheikh Amadou Diouara, dites-nous, est-ce que cette grève du syndicat autonome de la magistrature se fait ressentir du côté de Gao déjà? Est-ce que à Gao, on a remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette grève des magistrats? Bon, à Gao, il faut savoir déjà que la justice elle-même ne fonctionne pas normalement. L'appareil judiciaire est cloîtré dans la commune urbaine de Gao, pas plus. Donc ça ne marche pas vraiment bien déjà. Donc l'autorité de l'État n'étant pas installée partout, la justice ne peut pas se mettre en œuvre comme ça se doit. Donc déjà, tout de suite j'entendais effectivement les confrères évoquer le fait qu'il y a des dossiers qui sont bloqués, il y a des gens qui n'arrivent pas à établir certains documents administratifs. Et bien, depuis 2012, par là, les gens vivent ces difficultés-là. À moins d'être dans la ville de Gao, on peut résoudre certains problèmes, mais pour d'autres, il faut se déplacer à Mopti ou carrément à Bamako. Donc ça, c'est des situations qu'eux vivent ici depuis 2012. Donc c'est clair que ça vient s'accentuer plus avec cette grève, mais c'est une situation qu'on connaît déjà. Donc par là, on comprend effectivement tous les désarrois, tous les dommages que ça peut causer si jamais ça venait
à perdurer sur le reste du Mali. Alors, c'est d'Almeida rapidement avant de donner la parole à... Oui, il faudrait dire aussi que normalement, dans une administration publique, quand il y a grève, il y a un service minimum. Et là, c'est tout le monde qui est parti. Les tribunaux sont fermés. Et je ne sais pas s'il y a des mesures que le ministère de la Justice doit prendre pour qu'au moins un service minimum, pour que les gens qui ont des pièces importantes à établir puissent avoir au moins un début de satisfaction et que les gens qui sont, comme vous le dites, interpellés puissent au moins avoir une décision de justice, ne serait-ce que temporaire, en attendant, parce que quelqu'un qui n'a rien fait, qui se retrouve, qui ne peut pas passer devant un juge d'instruction qui dit ah oui vous avez fait, ah non vous avez fait, rentrez chez vous, restez en prison, c'est compliqué, des innocents doivent être en train de dormir en prison en ce moment et c'est extrêmement préjudiciable. On est dans un pays où la tension sociale est déjà grande et ça ne va pas aller pour l'améliorer. Justement, c'était ma prochaine question d'ailleurs à Abdoul Niang. La gronde sociale se fait ressentir, pas seulement chez les magistrats, on a vu les médecins, les enseignants. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement dans le pays? Oui, moi je pense que la revendication et cette grève illimitée des magistrats est un peu fantaisiste. Et il y a les grands dossiers aussi comme le procès Sanogo qui doit reprendre. Qui arrive, oui, tout à fait. On ne sait pas quand, mais je pense que c'est plutôt fantaisiste. Les magistrats doivent chercher d'abord à assainir la justice comme ils le disent, mais ils pensent qu'ils veulent avoir plus pour pouvoir juger bien. Ceci ne peut pas expliquer cela. On ne peut pas expliquer la moralité. Vous prêtez serment pour entrer dans cette fonction et vous dites que vous n'avez pas suffisamment d'argent, ça fait que vous faites la corruption, vous entretenez la concussion et vous faites tout ce qui constitue. Le tribunal est devenu un espace de privation des droits de nos citoyens. Donc, comment dirais-je, l'insuffisance des salaires n'explique pas cela. Alors que les magistrats, quand il faut parler objectivement, sont parmi les fonctionnaires les mieux payés et les mieux traités. Il faut reconnaître que le fonctionnaire malien dans la sous-région est également l'un des moins bien payés, y compris les magistrats. Les trains de vie ne sont pas les mêmes. Vous n'allez pas comparer un fonctionnaire sénégalais à un fonctionnaire malien. C'est pas possible. Les trains de vie sont différents. Donc, je pense que c'est pourquoi moi je dis c'est fantaisie. Et je vois une mauvaise foi derrière ces manifestations, vraiment. Moi, je ne vois aucune raison valable. Après 7 jours de grève, immédiatement une grève illimitée, sans transition. Moi, je vois... Quelle serait la solution? La solution, que l'État prenne ses responsabilités. S'il y a les mettre dans les conditions de travail, ça c'est possible. Et ça peut être traité urgemment. Mais l'augmentation des salaires et autres qui sont en train de réclamer ou autres là, je pense que c'est trop fantaisiste pour le Mali. Célia d'Almeida, quelle serait donc la solution à ce niveau-là? On parle de près de 150 milliards pour satisfaire les revendications des magistrats. Je vous réponds qu'il y a beaucoup de juristes à la maison qui cherchent du travail. Cheikh Amadou Diouara, quelle serait selon vous la solution? Est-ce qu'il faut radicalement, comme Célia l'a laissé entendre, changer complètement tous les magistrats qu'il y a dans le pays, les 570 magistrats dans le pays? Est-ce qu'il faut les renvoyer pour en prendre d'autres? J'avoue que ce n'est pas un dossier que je suis depuis le début, je ne maîtrise pratiquement pas, je n'y connais rien dedans. Donc, je ne pourrais vraiment pas me prononcer. Alors, Abdoul Niang, dites-moi, est-ce une solution? Ce n'est pas une solution. C'est possible, mais ça va. La situation du Mali ne le permet pas. Sinon, si le Mali était un État stable, un État normal, l'État pouvait le faire, les radier tout simplement avec toutes les conséquences et en prendre d'autres. Il y a des cas dans d'autres pays qu'est-ce qu'on fait du droit de grève qui existe? Il y a le droit de grève, il y a le droit de grève. Le peuple, le citoyen a droit à un service minimum. D'accord. Personne ne conteste ça. Je suis d'accord qu'il faut le mettre dans les conditions de travail. Est-ce que les enseignants ont assuré un service minimum quand ils allaient en grève? Non. Il n'y a que les médecins qui les font. Oui, ça c'est tout ça, je suis d'accord avec tout ça, mais les magistrats, avec tous les salaires qu'ils ont, avec tous les traitements qu'ils ont, qu'ils continuent vraiment, surtout dans cette période, là où nous sommes, un pays en guerre, je pense que c'est trop. C'est trop. Oui. Cela n'a rien à voir avec les revendications syndicales. Je vois d'autres motifs. Vous pensez est-ce que, si je vous comprends bien, il ne faut pas aller en grève sous le motif qu'on est en guerre, c'est ça? Oui, ce n'est pas le motif, mais il y a de ces revendications. Les magistrats ne sont dans aucune nécessité. Absolument aucune nécessité qui les pousse à aller à une grève illimitée. Oui, moi je pense de toute façon, il faut savoir raison garder. Il y a une situation qui est là. Il y a des enjeux qui sont prioritaires pour ce pays aujourd'hui,
qui n'est pas de permettre à chaque magistrat d'avoir un véhicule de fonction V8. Je suis désolée. Donc il faut que chaque citoyen, et là je m'adresse même plus aux magistrats, je m'adresse aux citoyens qui sont, comprennent que le pays est dans une situation où justement eux on a besoin d'eux et que c'est pas le moment de tordre le bras à l'État pour demander des choses qu'ils savent ne pas pouvoir obtenir. Alors c'est pour ça qu'ils parlent de considérations autres que les considérations syndicales. Ils demandent des choses qu'ils savent que l'État ne peut pas leur donner. Pendant que les militaires qui meurent prennent 2000 francs par jour. Par jour, c'est incroyable. Sinon 1000 francs par jour. Donc il faut savoir raison garder et se dire, bon, discutons. Est-ce que l'État ne doit pas revoir la politique salariale à la hausse des fonctionnaires? Mais écoutez, le SMIC a augmenté, j'imagine qu'il y a des choses qui se font et dans toutes les choses, il faut une négociation. On va faire la grève, on va porter préjudice à des milliers de citoyens et après on va s'asseoir à nouveau pour négocier. Quel intérêt? Merci beaucoup à mes chers invités. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadje Touré. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aram Diallo, mise en onde par Sedumbo. À la régie vidéo, vous aviez Peting Diara. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.